Cette vidéo propose une critique forte de la psychologie et de la psychiatrie appliquée au TDAH et à l'autisme, mais avec un regard particulier, celui de l'ingénierie. Il ne s'agit pas ici d'un mode d'emploi pour apprendre à mieux vivre avec un fonctionnement TDAH ou autiste. Ce travail pourra venir ensuite. L'objectif de cette première étude est différent. Il consiste à examiner la structure même des pratiques psychologiques et psychiatriques. Un ingénieur commence toujours par poser des questions précises. Quel est le système étudié? Dans quel environnement fonctionne-t-il? Quels problèmes doit-il résoudre? Que signifie rester fonctionnel? Comment mesure-t-on une amélioration? Sur quelle durée? Et à quel coût? Nous allons donc comparer les pratiques réelles de ces disciplines aux exigences minimales d'une démarche d'ingénierie. Observation, définition des objectifs, mesure, test, correction et évaluation des résultats. La question centrale est simple. Ces disciplines disposent-elles réellement des moyens nécessaires pour comprendre et améliorer durablement un système humain complexe? Pour analyser correctement le problème, il faut commencer par définir l'intelligence. Je propose la définition suivante. L'intelligence est la capacité d'un système à résoudre des problèmes pour rester fonctionnel le plus longtemps possible dans un environnement donné. Cette définition contient 5 éléments indispensables. D'abord, il existe un système. Ici, ce système est une personne, avec son fonctionnement cognitif, émotionnel, physique et social. Ensuite, ce système rencontre des problèmes, contraintes, conflits, surcharge, fatigue, décision, adaptation ou besoin de comprendre. Il faut également définir ce que signifie rester fonctionnel. Cela peut vouloir dire apprendre, travailler, créer, maintenir des relations, conserver son autonomie ou simplement ne pas s'effondrer. La durée est également essentielle. Une solution efficace pendant quelques jours, mais destructrice après plusieurs mois n'est pas une bonne solution. Enfin, tout dépend de l'environnement. Une personne peut être très fonctionnelle dans un contexte et en grande difficulté dans un autre. L'intelligence n'est donc pas une propriété abstraite. C'est une relation dynamique entre un système, ses problèmes, son environnement et sa capacité à durer. L'ingénierie consiste à intervenir sur un système de manière explicite, mesurable et corrigible. La première étape est de définir précisément le système étudié. Ensuite, il faut comprendre son environnement réel, ses contraintes, ses ressources et ses interactions. Il faut également fixer un objectif. Que cherche-t-on à améliorer? Que faut-il absolument préserver? Comment saura-t-on que la situation progresse? Puis viennent l'observation et la mesure. Sans état initial, sans indicateur et sans suivi dans le temps, il est impossible de démontrer qu'une intervention fonctionne réellement. L'ingénieur construit ensuite un modèle, formule une hypothèse, teste une modification et compare le résultat attendu au résultat observé. Si la solution échoue, il ne doit pas protéger son modèle. Il doit le corriger, revenir en arrière ou essayer autre chose. Enfin, il évalue le rapport entre le coût et le gain. Une solution peut produire un petit bénéfice visible, tout en créant de lourds effets secondaires. Le principe est donc simple. On ne modifie pas un système complexe sans modèle, sans mesure et sans boucle de correction. Aider réellement une personne exige beaucoup plus que réduire un comportement gênant ou faire disparaître un symptôme visible. Il faut d'abord comprendre son fonctionnement réel, pas seulement ce qu'elle montre pendant une consultation. Il faut identifier ses mécanismes de régulation, ses ressources, ses fragilités, ses cycles de fatigue et les conditions dans lesquelles elle fonctionne le mieux. Il faut ensuite comprendre son environnement réel, famille, école, travail, bruit, rythme, contraintes sociales, responsabilités et événements imprévus. L'objectif doit être fonctionnel. Aller mieux ne peut pas rester une formule vague. Il faut savoir ce que l'on cherche à maintenir ou à améliorer. Autonomie, stabilité, apprentissage, énergie, relations, capacité de récupération ou qualité de vie. La progression doit être observée dans le temps. Il faut également mesurer les coûts cachés, camouflage, épuisement, perte d'initiative, diminution de la créativité ou dépendance accrue. Enfin, toute intervention doit pouvoir être comparée, corrigée ou abandonnée. Une aide rigoureuse ne cherche donc pas seulement à rendre une personne plus calme ou plus conforme. Elle cherche à améliorer durablement sa fonctionnalité réelle. Comparons maintenant ces exigences aux pratiques réelles.
Le professionnel rencontre généralement la personne pendant des consultations espacées, souvent limitées à 30 minutes ou 1 heure. L'environnement du cabinet est artificiel. Il ne représente ni la maison, ni l'école, ni l'entreprise, ni les situations de surcharge ou de conflit qui produisent les difficultés. Le professionnel dépend donc principalement de récits reconstruits après coup. Ces récits passent par la mémoire, le langage, les émotions du moment et la capacité de la personne à comprendre elle-même ce qui s'est produit. Ensuite, ces informations sont interprétées à travers des catégories générales, des critères diagnostiques, des questionnaires et des modèles appris pendant la formation. Le professionnel dispose de peu de données continues. Il connaît mal les variations quotidiennes, les déclencheurs précis, les mécanismes de récupération et les coûts invisibles. Il travaille donc sur une représentation partielle du système. Cela ne signifie pas qu'aucune consultation ne puisse aider, mais la méthode reste structurellement limitée pour comprendre et transformer durablement des fonctionnements complexes comme le TDAH et l'autisme. Le premier défaut structurel est l'incapacité d'observer directement le système réel. Le psychologue ou le psychiatre n'est pas présent dans la vie quotidienne de la personne. Il ne voit pas les événements au moment où ils se produisent. Il observe seulement quelques instants isolés. Entre deux consultations, toute la dynamique réelle lui échappe. Fatigue, surcharge, hyperfocus, micro-conflits, récupération, changement de contexte et décisions prises dans l'urgence. Les données qu'il reçoit sont donc indirectes. Elles proviennent de souvenirs, de perceptions et d'interprétations. En ingénierie, cela reviendrait à piloter une machine sans capteur continu, avec quelques rapports rédigés de mémoire après les pannes. On ne peut pas réguler correctement un système qu'on n'observe pas suffisamment. Le professionnel agit donc sur une représentation partielle du système, pas sur le système réel lui-même. À terme, le véritable observateur et le véritable régulateur doivent être la personne elle-même. Pour un enfant, un proche présent au quotidien peut jouer un rôle essentiel de corrégulation. Le professionnel extérieur ne peut être au mieux qu'une source d'hypothèses et d'outils. Le deuxième défaut structurel est un biais majeur de sélection. Les psychologues et les psychiatres observent principalement les personnes TDAH ou autistes qui rencontrent des difficultés importantes. Ce sont les personnes en crise, en souffrance, en échec scolaire, en conflit familial ou en difficulté professionnelle qui consultent le plus souvent. À l'inverse, les personnes qui se sont adaptées, qui ont trouvé un environnement favorable, qui utilisent efficacement leur hyperfocus ou qui ont construit leur propre mécanisme de régulation, consultent peu ou pas. La population observée n'est donc pas représentative de la population réelle. En langage d'ingénieur, le modèle clinique est construit à partir d'un dataset biaisé, dominé par les cas négatifs. La conséquence est prévisible, les déficits sont surévalués, les formes fonctionnelles sont sous-estimées et la neurodivergence est facilement confondue avec un dysfonctionnement permanent. Un modèle fiable devrait aussi étudier les réussites, les adaptations durables et les environnements favorables. Observer principalement ce qui va mal ne permet pas de comprendre correctement l'ensemble du système. Le biais de sélection produit une autre conséquence. Les cas positifs sont très peu recherchés. Pour comprendre un système complexe, un ingénieur n'étudie pas uniquement les pannes. Il cherche aussi à comprendre pourquoi certaines configurations fonctionnent bien. Dans le cas du TDAH et de l'autisme, il faudrait donc étudier les personnes qui vivent correctement, travaillent, créent, construisent une famille, utilisent leurs intérêts spécifiques ou ont trouvé des stratégies efficaces. Il faudrait identifier les environnements qui permettent cette fonctionnalité. Autonomie, rythme adapté, activité porteuse de sens, réduction des contraintes inutiles, possibilité de s'isoler ou d'entrer en hyperfocus. Mais le système clinique rencontre surtout les situations de souffrance et construit ses catégories à partir d'elles. Il apprend donc davantage à reconnaître le dysfonctionnement qu'à comprendre la réussite. Cette absence de recherche positive entraîne une vision réductrice. Les forces peuvent être requalifiées en symptômes et les stratégies efficaces peuvent être ignorées. Une méthode sérieuse devrait comparer les cas négatifs et les cas positifs afin d'identifier les facteurs qui augmentent réellement la fonctionnalité dans le temps. Le quatrième défaut structurel est la confusion entre un symptôme visible et la fonctionnalité globale de la personne. Un professionnel peut chercher à réduire l'agitation, les crises, le retrait, la rigidité ou un comportement jugé gênant. Mais un comportement visible peut remplir une fonction essentielle. Protection, récupération,
concentration, régulation émotionnelle ou adaptation. Sa disparition ne prouve donc pas que la personne va mieux. Une personne peut paraître plus calme, tout en étant plus épuisée. Elle peut devenir plus conforme tout en perdant son autonomie. Elle peut faire moins de crises, simplement parce qu'elle se masque davantage ou qu'elle n'a plus l'énergie de réagir. Le système peut donc optimiser un indicateur local au détriment de la fonctionnalité globale. En ingénierie, réduire une sortie visible ne prouve jamais que l'ensemble du système fonctionne mieux. Une amélioration réelle devrait combiner fonctionnalité durable, autonomie, meilleure régulation et coût acceptable. Traiter uniquement ce qui se voit risque donc de produire une amélioration apparente, utile pour l'entourage ou l'institution, mais négative pour la personne elle-même. Une méthode limitée n'est pas neutre. Elle peut produire des coûts importants. Le premier risque est le diagnostic incomplet ou erroné. Une mauvaise compréhension du fonctionnement entraîne ensuite des décisions inadaptées. La personne peut recevoir des traitements ou des conseils qui réduisent certains symptômes visibles sans résoudre les problèmes réels. La souffrance peut alors se prolonger, tandis que la personne perd progressivement confiance dans les professionnels ou en elle-même. Il existe également un coût financier et temporel. Consultation, évaluation, démarches administratives et années passées à suivre des hypothèses inefficaces. Le coût social peut être tout aussi important. Étiquetage, décisions scolaires ou professionnelles inadaptées, conflits familiaux et réduction de la personne à son diagnostic. Ajouter davantage de catégories ou durcir les protocoles ne résout pas ce défaut si la méthode elle-même n'est pas remise en question. Une véritable approche d'ingénieur devrait définir le problème, collecter des données pertinentes, construire des modèles testables, mesurer les résultats et accepter de corriger les erreurs. L'objectif ne doit pas être de défendre une discipline, mais d'améliorer réellement la vie de la personne. Le problème n'est pas nécessairement le mensonge volontaire de chaque professionnel, mais un système peut produire un discours trompeur sans que tous ses acteurs aient l'intention consciente de tromper. Lorsque la méthode est structurellement limitée, elle devrait annoncer clairement ses limites. Pourtant, le langage utilisé donne souvent l'impression que la personne est comprise, que le problème est identifié et que l'intervention possède une efficacité démontrée. Les omissions jouent ici un rôle central. Absence d'observation continue, biais de sélection, manque de cas positifs, coûts cachés et objectifs imprécis. Le langage naturel permet ensuite de masquer ces lacunes derrière des expressions rassurantes comme accompagnement, suivi, évolution ou prise en charge. L'autorité institutionnelle donne du poids à ce discours, même lorsque la méthode n'a pas la rigueur nécessaire pour établir une relation causale entre l'intervention et l'amélioration. Cela peut produire une illusion d'efficacité. La question du déni ou du mensonge se pose donc au niveau structurel. Le système reconnaît-il honnêtement ce qu'il ne sait pas observer, mesurer ou démontrer? Sans limite explicite, données réelles, tests et corrections. La prétention à comprendre devient problématique. Cette étude conduit à une conclusion forte. Pour le TDAH et l'autisme, la psychologie et la psychiatrie souffrent d'une inefficacité structurelle. Elles interviennent sur des systèmes humains complexes sans pouvoir observer suffisamment leur fonctionnement réel dans l'environnement quotidien. Elles travaillent principalement à partir de récits reconstruits, d'observations ponctuelles et de catégories générales. Elles rencontrent surtout les personnes en difficulté, ce qui crée un biais de sélection majeur et laisse largement invisibles les trajectoires positives. Elles risquent également de confondre la réduction d'un symptôme visible avec une amélioration durable de la fonctionnalité. Enfin, leurs résultats sont rarement évalués avec la rigueur d'une véritable démarche d'ingénierie. Objectifs explicites, mesures continues, comparaison des coûts, tests, corrections et possibilité d'invalider le modèle. Le régulateur principal doit donc devenir la personne elle-même, équipée pour observer, comprendre et modifier son propre fonctionnement. Cette vidéo pose le diagnostic structurel. Une prochaine étape pourra chercher comment construire des méthodes plus efficaces. Partagez cette réflexion, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour suivre la suite de ce travail.